Eh bien, permettez-moi, au nom du comité SMPTA Montréal, de vous souhaiter la bienvenue à cette troisième soirée de l'année, donc septembre, octobre, novembre. Ça va bien. On est très content de vous recevoir et on est surtout très content de recevoir nos deux présentateurs de ce soir, qui vont nous parler d'un sujet extrêmement chaud. Ce soir, on débattait de savoir ce que ça veut dire IP. Il y en a qui pensent que ça veut dire Infinite Possibilities. Moi, je fais partie de ceux-là, mais il y en a d'autres qui pensent que ça veut dire Infinite Progression. C'est peut-être un peu, on n'est pas rendu là encore, peut-être. Avant qu'on... Moi, je m'entends pas bien moi-même. Est-ce que ça va? Oui? Oui. D'accord. Mon in-ear n'est pas bon. Avant de commencer la soirée, j'aimerais souligner qu'un de nos collègues va prendre sa retraite presque demain ou après-demain, Gilles Arcan. Demain. Gilles, lève-toi, s'il te plaît. Est-ce qu'il y a une personne qui ne connaît pas Gilles Arcan ici? C'est ce que je pensais. Ben, Gilles, au nom de tout le monde ici du comité, on tient à te dire on se sent privilégié de te connaître et d'avoir travaillé avec toi. Puis on espère que tu ne disparaîtras pas trop vite ou pas trop loin surtout. Moi, j'ai plein de bonnes idées pour toi, hein? Tu le sais. Merci beaucoup, mais j'ai déjà des affaires de prévues. Oui, mais j'ai parlé avec ta femme et elle a dit que c'était correct une fois de temps en temps. Alors, sans plus tarder, nos deux présentateurs de ce soir. Alors, on a M. Renaud Lavoie de Embryonics, donc, qui est une compagnie québécoise. Renaud, je vais vous le présenter tout à l'heure, mais il va passer en deuxième partie. En première partie, on a M. Félix Poulain, qui est le Senior Engineer à l'UER, Union européenne des radiodiffuseurs. Depuis 3 ans, je crois qu'il est là. À Genève. Hein, il y a des endroits pires que d'autres à être sur la Terre. Félix a plusieurs rôles à l'EBU, mais beaucoup concernant le réseautage, la production, tout ce qui touche le IP. Avant de travailler à l'UER, Félix était à Radio-Canada, donc il est bien connu ici, était bien attendu aussi. Et puis, il a fait plusieurs choses, dont Cirque du Soleil. Là, je m'excuse parce que c'est en anglais, puis je ne comprends pas ça, moi, l'anglais. Alors, sans plus tarder, Félix, je te cède la parole. Merci beaucoup. C'est en mode étendu. Okay. Peux-tu commencer par l'autre présentation? Celle de Renaud. Ah, oui. Je préparer une petite introduction parce que là, ça fait plusieurs fois que je répète la même chose depuis le début de la soirée, puis je vais sûrement répéter. Il y a tellement de visages que je connais, puis je suis super content de vous voir. Puis il y en a qui ne me connaissent pas, fait que ça va peut-être permettre de... Fait que... Bien rapidement, je vous raconte mon aventure après avoir jonglé avec les micros sans fil du Cirque du Soleil, puis avoir travaillé à Radio-Canada avec j'ai plusieurs anciens collègues ici dans la salle, Max, Jonathan, puis toutes les autres de Radio-Canada, évidemment, on doit se connaître pour la plupart. C'est super fun de se voir. Ça fait 3 ans que j'ai... mis tout mon matériel, tous mes meubles dans un container. D'ailleurs, ils disent de prendre l'assurance pour ça. Vous savez pourquoi? Parce que ça dépend si vous êtes en haut de la pile ou en bas de la pile. Fait que j'ai pris l'assurance. Puis j'ai reçu mon stock 6 semaines plus tard. J'ai campé dans mon propre appartement. J'ai découvert les montagnes. J'ai ressorti mon snowboard, mon vélo. La fondue. Ils me disent de ne pas prendre ça avec de la bière froide, pas recommandé. C'est mieux avec le kirsch ou quelque chose d'un peu fort pour que ça passe mieux. Ouais.
Ah ouais, j'ai fait la découverte d'un plat qui me conforte énormément. Ça s'appelle la tartiflette. C'est en Haute-Savoie. Pommes de terre, fromage reblochon et crème. Ça me rappelle un plat d'ici. Ça ressemble quasiment, là. Fait que c'est pas très photogénique dans les deux cas, mais c'est très bon. Ah oui, l'autre chose, si vous pensez que les deux solitudes canadiennes puis le multiculturalisme, c'est compliqué, mon travail consiste en réunir et faire des consensus entre à peu près 50 pays, dont certains étaient en guerre il n'y a pas si longtemps, dont certains doivent de l'argent à d'autres en ce moment. Fait que je pense qu'on peut relativiser nos problèmes. Puis la question de la langue, parce que moi j'ai l'accent canadien, évidemment, quand je vais là-bas. Vous dites, bon, j'ai trouvé des petits trucs, là, entre autres, prononcer la fin des mots, ça aide énormément à se faire comprendre. Donc, je crois que c'est celle-là, le vif du sujet. Tiens. Voilà. J'allais recommander qu'on s'en aille dans le tout typé pour le studio, mais là, en ce moment, je suis en train de me dire que peut-être qu'on devrait attendre quelques années. Est-ce que cet ordinateur tout typé? Voilà. Donc, je vais parler. Qui connaît l'UR, l'EBU, l'Eurovision? Pas tout le monde. Qui ne connaît pas? C'est une association de télédiffuseurs publics d'Europe. 74 membres dans 56 pays. Également, des membres associés qu'on appelle, qui sont des télédiffuseurs qui ne sont pas sur le territoire de l'Europe, mais qui peuvent faire partie de l'Union européenne de radio-télévision, dont Radio-Canada, par exemple, dont la NHK au Japon. Mission de défendre les intérêts des télédiffuseurs publics, de valoriser... je pense qu'il y a un timer dessus, donc ça va peut-être changer des fois. Puis nos bureaux sont à Genève, en Suisse. Un paquet de services, partage des droits, des coûts d'acquisition des droits, des événements spéciaux, les Jeux olympiques, par exemple, où on va faire le service pour un paquet de télédiffuseurs, le transport des signaux. On a un réseau fibre optique satellite qui couvre la planète, les coproductions et tout ça. Moi, je travaille dans le secteur technologique, où on trouve des solutions à des problèmes technologiques en mettant en commun, en fédérant en fait les ressources des différents télédiffuseurs pour pas que tout le monde réinvente la roue dans leur propre pays. On couvre toute la chaîne de télédiffusion. Oui, c'est correct. Je vais essayer de parler vite pour aller à la même vitesse que le timer. Je parle donc du département de technologie et innovation. Ça peut être intéressant, si vous ne connaissez pas, il y a un paquet de ressources sur ce site-là, des documentations, les produits de nos conférences. On organise des formations et tout ça, qui ne sont pas toujours accessibles géographiquement, mais souvent on a quelque chose en ligne pour ceux qui ne peuvent pas être présents. Quand on couvre toute la chaîne de production, de la production, acquisition et tout ça, jusqu'à évidemment les plateformes, le second screen, la télévision hybride, ces choses-là. Donc ça, c'est mon travail. Puis ça, c'est le sujet de la soirée. Ce que je veux couvrir, évidemment, c'est tout le concept du studio sur IP, les défis, les problèmes qui se posent, et faire un tour d'horizon, en fait, des technologies qui peuvent, en fait, constituer un coffre à outils pour réussir à faire ça.
puis aussi parler de qu'est-ce qui se fait en ce moment dans les activités au niveau international. Mais je pense que le message principal de cette présentation-là, c'est de donner en fait une vue d'ensemble de qu'est-ce qui se passe. Puis je pense qu'on voit une tendance très lourde, en fait, qu'on s'en va vers la production sur plateforme IP, réseau en général. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, des choses à ajouter, faites-le à mesure. Moi, j'apporte un point de vue. Je viens d'Europe. Je travaille en Europe. Ils sont en avance sur certaines affaires, sont en retard sur d'autres affaires. Je le vois quand je vais aux États-Unis. Si vous avez des idées, si vous avez des choses à rajouter, gênez-vous pas. Je ne pense pas que je vais nécessairement tout, moi, vous apprendre quelque chose. J'ai beaucoup à apprendre de vous autres aussi. Fait que gênez-vous pas. Donc, le concept, si on sursimplifie à l'os, on va dire, on remplace le SDI ou le AES-EBU ou le MADI ou le Blackburst, tous les signaux qu'on utilise présentement en télévision, par du réseau, des switches génériques de réseau, des équipements off-the-shelf, qu'ils appellent en anglais. Je ne sais pas s'il y a une expression française, le commodity off-the-shelf. Ça revient 20 fois dans la présentation, ça serait pratique. Mais c'est cette idée-là de remplacer l'infrastructure spécialisée par l'infrastructure générique qui est utilisée par un immense marché présentement. Mais ça, c'est vraiment si on sursimplifie. Puis je vais parler un peu disons, de l'impact que ça a dans quelques diapos. Donc, si on parle de remplacer le SDI et les autres signaux spécialisés, bien, c'est quoi ces signaux-là? Le SDI, on connaît bien ça, c'est robuste, c'est un standard ouvert que tout le monde sait comment implémenter maintenant. Ça a peut-être pris quelques années au début. En Renault, ça a pris quelques experts pour tweaker ça, mais je pense que maintenant, c'est plug and play, c'est simple. Ça a toutes les caractéristiques qu'on a besoin pour faire de la télévision live. C'est low latency, c'est une basse latence, c'est un câble, un signal. Ça a tout ce qu'on a besoin. Fait que la question, c'est pourquoi est-ce qu'on voudrait changer ça? Ça marche. Puis les autres signaux, c'est un peu la même chose. Donc, puis déjà, c'est un monde complètement différent. Si on compare l'approche SDI avec l'approche réseau, c'est deux écoles de pensée, de façon de connecter des signaux. Dans un cas, on est déterministe, on a une largeur de bande qui est constante, qui est garantie. On a une connexion entre deux points. C'est synchrone, c'est temps réel. Il n'y a à peu près pas d'erreur de transmission. Dans l'autre monde, le monde réseau, c'est plutôt probabiliste. C'est conçu pour... il peut y avoir des erreurs, mais il y a des mécanismes pour rattraper les erreurs. C'est conçu pour être routé, pour être dynamique. Par contre, c'est fondamentalement pas fait pour du temps réel, naturellement. Donc, on a deux systèmes qui sont complètement pas faits pour la même chose, puis là, on voudrait utiliser le système qui n'est pas fait pour ça. Par contre, quand on regarde les avantages, ouais, c'est peut-être triché, je suis sûr que il y a des plus belles installations que ça. C'est pas le meilleur exemple, mais l'idée, c'est qu'il y a quand même la possibilité d'utiliser le même câble et la même infrastructure pour multiplexer tous les différents signaux qu'on a besoin. Un autre avantage, c'est justement de pouvoir transporter plusieurs signaux. Si on regarde du HD, en 10 gigabits par seconde, bien, on peut mettre, si on applique une certaine compression mésanine, on peut mettre 66 canaux sur un fil. C'est intéressant pour ça. J'ai donné aussi des exemples de chiffres en UHD, en ultra haute définition.
à 120 images secondes. Là, on voit qu'on stresse un peu plus la technologie. Ça va prendre du 40 gigas puis du 100 gigas pour arriver à faire ça. Mais on a quelques années encore pour se rendre là, si on se rend là. Donc, la possibilité de multiplexer des signaux. Mais plus fondamentalement que ça, probablement que c'est la possibilité de créer des nouveaux modes de travail. L'aspect collaboratif, l'aspect distribué, la production à distance, la capacité de reconfigurer rapidement un système, donc l'agilité de configuration. On parle même en ce moment d'une connexion plus grande avec le consommateur, donc le téléspectateur qui peut plus naturellement, en utilisant des technologies comme ça, avoir son mot à dire dans la chaîne de production, puis avoir une interaction plus directe avec la production. Donc, il y a même des prototypes en ce moment où, en fait, en direct, l'usager peut intervenir sur la production. Juste parce que les technologies IP sont toutes les applications qu'on connaît d'Internet, tout ça, c'est déjà plus naturellement dans ce mode-là. Puis l'aspect un peu cloud, nuagique. Donc, la possibilité d'avoir toutes les ressources comme ça qu'on pourrait allouer à la demande en fonction du moment du jour ou de la nuit ou du site ou du fuseau horaire ou de quelconque contrainte. Donc, économie de ressources. Bon, ça, c'est en théorie. Donc, si on parle, c'est beaucoup plus que juste remplacer le SDI par du réseau. C'est aussi revoir complètement, éventuellement, la façon de faire de la télévision et de la production. Puis, c'est un peu ça l'idée du studio IP. C'est si on ne fait que remplacer l'infrastructure par une autre, cool, peut-être que ça va être moins cher, je ne sais pas, peut-être pas, peut-être qu'on va pouvoir mettre plusieurs signaux par câble, mais la vraie raison, c'est le potentiel que ça a au niveau des méthodes de travail. Puis, couper les coûts, moi, je me pose la question. En général, c'est pas le jeu de mots en anglais, il est cool, mais en français, impossible à traduire. En général, bon, le rêve, ce serait que parce qu'on utilise des technologies qui sont génériques, on va économiser. Ça va coûter moins cher monter un studio, ça va coûter moins cher monter une installation de télévision parce qu'on a accès à un immense marché, parce qu'il y a plein d'expertises sur le marché de gens qui sont capables de configurer, qui sont certifiés, un vendeur ou l'autre. Par contre, en général, ce n'est pas ça qui arrive. En général, ce qui arrive, c'est que quand on coupe les coûts, en fait, la demande augmente automatiquement. C'est un vieux principe. Augmenter les possibilités dans ce cas-là, peut-être qu'on économise si on remplace le studio de 12 caméras avec la même organisation, peut-être qu'on peut arriver à faire des économies, mais probablement que le client va en redemander, puis là, il va trouver ça super intéressant de pouvoir produire différemment, puis que finalement, à la fin, bien, on n'aura pas nécessairement généré des coûts. Fait que c'est pour ça que des économies. Donc, c'est pour ça que cette question-là des coûts, moi, je ne vais pas vendre ça à personne comme étant « wow, une opportunité d'économiser incroyable ». Je pense que quelqu'un qui va profiter de cette économie-là quelque part pour proposer quelque chose de mieux, en fait. Mais bon, ça reste à voir. OK. Donc là, j'ai parlé d'un peu des espoirs. Qu'est-ce qu'on voudrait faire avec ça? Est-ce que ça va? Est-ce que vous me suivez? Est-ce que j'ai parlé en français depuis le début? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce qu'on devrait changer nos studios du SDI ou IP demain matin? Oui? Non? Non? Est-ce que ça a besoin de marcher demain matin? Donc, combien quelqu'un de certifié Cisco dans la salle?
Ah ouais. Peut-être faudrait parler au HR un peu là-dessus. Ou il faudrait prendre la certification. Donc, ça a l'air beau tout ça, mais bon, vous le savez, là, c'est en théorie, puis c'est pas demain la veille nécessairement. Il y a beaucoup de choses à régler pour arriver là. On a fait un sondage au début de l'année auprès des membres de l'UER. On leur a demandé un paquet de questions sur où ils étaient rendus par rapport à ça. Est-ce qu'ils envisageaient faire certaines migrations? En général, la réponse, c'est oui, certains télédiffuseurs qui sont peut-être un peu plus précoces, early adopters, qui sont usagers précoces de technologie. Ils veulent commencer, ils ont déjà commencé des petites installations, souvent dans l'audio en premier, souvent un petit îlot comme ça, qui est un prototype, une petite production web, des choses comme ça. Mais vraisemblablement, ce n'est pas à l'agenda, même pas de la prochaine ronde d'investissement en général des télédiffuseurs. Puis quand on leur demande qu'est-ce qui les empêche d'aller là, en fait, qu'est-ce qui empêche de faire ce move-là, cette transition-là, c'est ces réponses-là qui sont sorties le plus souvent. En fait, c'est clair que la technologie n'est pas mature, puis qu'en télévision, mais ça ne passe pas, ça. Le confort d'avoir une visibilité sur le signal, de savoir qu'est-ce qui se passe dans son système, de pouvoir régler rapidement les problèmes. Il semble que là, il y a vraiment un inconfort à utiliser ces systèmes-là qui sont par couche, avec beaucoup de couches de gestion au travers, beaucoup de protocoles au travers. La latence semble être un problème. Et puis, ils sont même assez honnêtes pour dire que c'est plus le domaine exclusif de notre département d'ingénieurs broadcast, puis on trouve ça dangereux. Donc, on est sur les freins là, en ce moment là-dessus. Il y a beaucoup d'observateurs, il y a beaucoup de gens qui regardent ça aller, mais il y a relativement peu de télédiffuseurs qui sont proactifs à vraiment se lancer dans des tests d'envergure. Et évidemment, l'interopérabilité. Ça va être la question à régler avant même que beaucoup de télédiffuseurs, surtout ceux-là d'envergure, parce que les plus petits télédiffuseurs, en général, ils peuvent se contenter d'une solution fermée. Puis on le voit, hein, parce que nous, on a les très gros, la BBC, les Allemands, les Français, mais il y a aussi des très petits télédiffuseurs, puis souvent, eux, ça fait parfaitement leur affaire d'avoir une solution intégrée d'un seul vendeur. Mais c'est clair que les joueurs majeurs n'iront pas de l'avant s'ils ne sont pas capables de mélanger les produits de différents vendeurs. Puis la question des silos, je ne sais pas, j'étais ici il y a 3 ans, je ne sais pas comment c'est maintenant, mais c'est partout un défi incroyable. Là, on a besoin, pour arriver à cette étape-là, d'une collaboration puis d'un savoir qui est hybride. Là c'est plus négociable, cet aspect-là. C'est plus des compromis, c'est qu'il faut que ça soit intégré. Puis la plupart des organisations ne sont pas rendues là. Il y a quelques organisations ceux-là qui sont plus jeunes des fois, puis, ou qui ont pu repartir de zéro, tout ça, où on voit des belles histoires de succès, où on voit en fait que la VRT en Belgique et le télédiffuseur flamand sont en avance. Ils ont numérisé tout leur réseau en SD au tournant des années 2000 en fichiers. Ils étaient très en avance à l'époque. Là, maintenant, ils ont de la misère à augmenter ça pour le HD parce qu'ils étaient dans les premiers. Évidemment, leur infrastructure, ce n'était pas les systèmes les plus universels, les plus interopérables. Mais à cause de cette intégration entre les départements, ça s'est bien passé à l'époque. Donc ça, c'est les principaux éléments qui bloquent un peu d'aller de l'avant.
je vais passer en revue un certain nombre de technologies qui sont en fait les plus prometteuses pour régler ça. Il y a un gros débat en ce moment sur la question est-ce qu'on devrait aller vers des technologies Layer 2 Ethernet. En fait, on parle presque essentiellement d'Ethernet. Puis Layer 3, le IP, mais le IP avec des solutions de gestion du réseau. Parce que le IP tout seul, c'est une technologie un peu autonome où les routes se font automatiquement et tout ça. Donc, on a besoin aussi de compléter ça. Fait qu'au niveau Ethernet, il y a tout le AVB, Audio Video Bridging, qui est une série de standards I3E. Il y a Data Center Bridging aussi, qui est intéressant. Le PTP, Precision Time Protocol, au niveau de la synchronisation. Plus au niveau Layer 3, ben, la SMPTE, on a un standard pour le transport de SDI sur IP. Est-ce que ça pourrait être utilisé qui est surtout fait pour la contribution au départ, mais est-ce que ça pourrait être une solution intéressante pour le studio? AES 67, je vais en parler un peu. Software Defined Networking, qui pourrait peut-être être une façon, puis ça aussi, je vais en parler un peu, de faire fonctionner l'IP à notre manière. Il y a un paquet aussi de solutions propriétaires. C'est un signe, en fait, qu'il faut être très proactif au niveau de la standardisation parce que les vendeurs, en ce moment, ils voient l'opportunité puis ils proposent des trucs très intéressants. Puis, si on veut avoir l'interopérabilité, il faut travailler avec l'industrie dès maintenant. Là. On ne peut pas juste attendre qu'il y ait un paquet de produits puis que ça soit un peu le marché qui décide. Le marché aimerait ça décider, mais les télédiffuseurs que je représente, ils ont quand même un certain nombre de critères à rencontrer pour être capables de continuer à faire leur business, les affaires. OK. Quelque chose qui déverrouille vraiment, qui rend vraiment possible en ce moment cette voie-là, c'est le fait que le 10 gigabit Ethernet devient quelque chose d'accessible. Si on compare les prix des équipements broadcast qu'on est habitué à avoir, puis si on voit la tendance, à peu près tout le marché, des serveurs puis des centres de données s'en va sur 10 gigabits Ethernet en dedans de quelques années seulement. On va avoir presque tout complété la transition. L'équipement est disponible à relativement abordable, de façon abordable. Donc, ça permet d'espérer. Il y a différents standards au niveau du 10 gigabit Ethernet. En cuivre, pour le moment, c'est moins intéressant parce que c'est ce qu'on appelle le Direct Attached Copper, c'est pour faire des courtes distances et tout ça, mais éventuellement, on va avoir des standards un peu plus cohérents là-dessus. C'est vraiment la fibre optique qui domine présentement. Courte latence, des longues longueurs. Moi, je m'amuse pas mal avec ça de ce temps-ci dans le labo, là, puis présentement, on sent que c'est ça la voie, le 10 gigabit Ethernet. Le 40 gigabit Ethernet, c'est encore un petit peu cher pour le moment. Ce tableau-là montre la largeur de bande en fonction de la latence. Si on regarde la colonne de gauche pour le live production, on a besoin des plus courtes latences, évidemment, d'une ligne, quelques pixels, une ligne. À partir de 1 gigabit par seconde, en théorie, la vitesse de sérialisation puis la vitesse de transmission dans une switch est suffisante pour arriver à ces délais-là, dépendamment, évidemment, comment est encapsulée la vidéo. D'où la question qui va se poser, est-ce que le SDI over IP, c'est la bonne façon de faire? Mais on voit qu'à partir de 10 gigas, 40 gigas, en fait, théoriquement, on est capable d'arriver à nos latences de une ligne qu'on a besoin. AVB, qui ne connaît pas AVB? Tout le monde connaît AVB? OK, on connaît, bon, Audio Visual Bridging, on a ensemble, en fait, c'est Ethernet, I3E 802.1. Donc, la même suite de standards qui nous a amené Ethernet.
Ils ont rajouté un certain nombre de standards qui permettent en fait de rajouter les fonctionnalités théoriquement là, qu'on a besoin en live puis en audio-vidéo en temps réel. Entre autres, la réservation de flux, où en fait on peut créer des routes, on peut réserver la bande passante. Puis là, on n'est plus en mode best effort, on est vraiment en mode réservé. Donc, ça rappelle un peu l'SDI en ce sens-là, la connexion par rapport au routage. Utilise le Precision Time Protocol pour la synchronisation. Je vais en parler un peu plus. Donc, un paquet de protocoles qui, normalement, vont permettre de faire ce qu'on veut faire. Mais là, on parle de réseau local, on parle de niveau 2. Ce n'est pas nécessairement des solutions qui sont souhaitables quand on veut connecter des sites ensemble, par exemple, ou des studios distants, ou passer par le WAN. Ça serait plus au niveau local. Mais c'est ce qu'on fait avec le SDI en ce moment. Donc, il y a une école de pensée, puis un marketing aussi très fort qui dit que cette solution-là serait le bon candidat pour remplacer le SDI. Par contre, moi, je dois dire qu'il y a peu de produits, puis il y a peu de démonstrations que ça fonctionne pour des applications, des cas d'usage qu'on a en télévision, un studio avec un certain nombre de caméras, avec une équipe de travail, tout ça. Il y a un manufacturier de switch dont je suis au courant qui livre en ce moment des switches AVB, Extreme Networks. Il y en a d'autres qui ont annoncé qu'ils le supporteraient dans la prochaine année. En audio, il y a beaucoup de produits parce qu'au départ, c'était plus dans le domaine pro-audio. En vidéo, encore une fois, il y a quelques manufacturiers qui ont annoncé qu'ils allaient le supporter, mais ce n'est pas encore vraiment disponible. Audio Video Bridging. C'est-tu un standard qui va être adopté par l'industrie at large sans trop de variations ou c'est un standard hyper ouvert encore? La première partie de la question, est-ce que c'est un standard qui va être adopté par l'industrie? Ça, c'est une question en soi. Sur la question de est-ce qu'il y a un paquet d'options, puis est-ce qu'on pourrait se retrouver dans la situation où on n'est pas interopérable malgré qu'on utilise le standard AVB. Effectivement, il y a des options, il y a probablement au niveau de la synchronisation, entre autres, il y a probablement un travail que si on veut utiliser ça en broadcast, on a besoin de faire des profils, en fait, qui vont être des sous-ensembles, des contraintes sur ce standard-là. Mais moi, ce que j'ai expérimenté à date, il y a la télévision allemande qui ont essayé, au niveau audio seulement. C'est quand même assez impressionnant comment c'est plug and play, que la configuration par défaut, en fait, fonctionne. Mais là, on ne parle pas de grands déploiements, de studios, on parle de petits systèmes. On est en essai-erreur, puis moi, personnellement, des gens qui l'essayent en ce moment, j'en connais 2 télédiffuseurs majeurs. Puis aux États-Unis, un autre. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici qui a commencé à jouer avec ça. Il y a très peu de produits. Fait en théorie, c'est super intéressant, mais va falloir le voir un peu. Un des buts, en fait, c'est de partager ces expériences-là aussitôt qu'on va en faire, parce que je pense que ça va bénéficier la communauté. Le AVB, au départ, moi, ce que je comprends, c'est que ça a été poussé énormément par le marché de l'automotive, les voitures, puis le pro-audio. Théoriquement, il n'y a pas de raison de ne pas pouvoir faire de la vidéo, mais ce n'est pas pour ça que ça a été conçu au départ. L'autre série de standards qui sont aussi dans l'Ethernet, qui n'est pas nécessairement un nouveau standard, c'est le Data Center Bridging, DCB. C'est un protocole qui est utilisé et qui est disponible surtout dans des switches de centres de données. Soit des produits assez dispendieux, des produits le haut de la ligne des grands manufacturiers. Mais c'est intéressant parce que c'est encore
un paquet de caractéristiques par-dessus Ethernet qui rendent un peu plus déterministe, un peu plus prévisible le comportement du réseau par le système de priorisation des flux, par également donc la priorisation des flux. Il y a plusieurs lignes, il y a moyen de taguer les paquets, d'accorder des priorités. Au niveau 2, hein, ce n'est pas du IP, là, c'est vraiment à bas niveau. J'ai mis du contenu là, dans la présentation. Là. Je regarde là, je n'aurai pas le temps d'aller au travers de toutes les diapos, mais bon, par exemple, la gestion des congestions, éviter qu'il y ait des paquets de droppés, de perdus. Donc, il y a une communication entre le récepteur et l'émetteur, et on s'assure que le canal est libre avant d'envoyer les paquets. Donc, c'est un peu pour patcher ou pour améliorer le protocole Ethernet pour arriver à un comportement un peu plus déterministe. C'est pas nouveau. Moi, je ne connais pas beaucoup de télédiffuseurs qui ont en pratique utilisé ces protocoles-là. Ça serait intéressant d'essayer. Si on monte d'un étage au niveau IP, tantôt je disais qu'au niveau Ethernet AVB, un des problèmes, c'est que c'est vraiment local, c'est vraiment général dans le studio. Si on pense à des cas de figure où on fait de la production distribuée, où on fait de la production à distance, où on connecte différents sites ensemble. Par exemple, la BBC, qui couvre un territoire, plusieurs pays, eux ne sont pas intéressés à rester au niveau 2. Ils veulent absolument avoir les avantages du routage, avoir les avantages de pouvoir passer au travers de liens de communication qui sont au niveau IP. Par contre, le IP, c'est encore moins déterministe, puis c'est encore moins contrôlable. Puis une piste de solution qui est explorée en ce moment, c'est toute la notion de Software Defined Networking, où, en fait, il y a un détachement du contrôle. Donc, habituellement, en IP, le IP est autonome. Les switches, l'intelligence réside dans les switches et le routage se fait par négociation, puis en déterminant, en fait, quelle est la meilleure route, et puis cette route-là peut être amenée à changer si, par exemple, il y a un des chemins qui est plus disponible, ou si qui est surchargé, ou quoi que ce soit. Il y a cette capacité-là. C'est une fonctionnalité très intéressante de l'IP. Par contre, un des problèmes, c'est que nous, en broadcast, en télévision, on n'est pas intéressé à ce que, par exemple, soudainement, la latence ou les caractéristiques changent en temps réel. Et puis, le Software Defined Networking, ce que ça permet de faire, en fait, c'est d'enlever cette intelligence de la switch, puis de peut-être la centraliser, ou avoir, en fait, une connaissance du trafic, une connaissance du réseau, pouvoir établir des connexions. Donc, en fait, les fonctionnalités un peu que je disais que certains protocoles apportent au niveau 2, AVB, DCB, sur l'Ethernet, on pourrait émuler ça d'une certaine façon avec le SDN en ayant une espèce d'intelligence centrale ou une intelligence distribuée. Il y a un standard, il y a un nom qui ressort, c'est OpenFlow. Il y a beaucoup de solutions propriétaires aussi, en ce moment, par certains manufacturiers de switch. La question, encore une fois, c'est pour les broadcasters. La BBC est en train de faire des tests. La BBC a un prototype de studio tout sur IP.
Et évidemment, jusqu'à ce jour, leur studio sur IP, c'est dans un environnement IP extrêmement contrôlé où ils ils contrôlent très précisément toutes les caractéristiques de leur réseau. Et là, en utilisant le Software Defined Networking, ils veulent voir en fait s'ils sont capables d'avoir des caractéristiques beaucoup plus déterministes, qui n'ont pas à chaque fois à configurer le réseau à la main, qui prend un temps beaucoup trop long, en fait. On veut être capable de connecter et que ça fonctionne. Donc, c'est une autre piste. L'autre question qui se pose par rapport au SDN, est-ce qu'on a assez de contrôle? Parce qu'en fait, en général, quand on sert des fonctionnalités des grands vendeurs à la Cisco ou Alcatel ou Juniper ou tout ça, on va souvent se servir de fonctionnalités propriétaires de leur système pour arriver à la performance dont on a besoin. En général, le OpenFlow, c'est un peu un dénominateur commun en fait, des fonctionnalités qui se retrouvent sur toutes les switches. Donc, toutes ces fonctionnalités-là, très spécialisées, très performantes, ne sont pas contrôlables en ce moment par OpenFlow. Donc, on se demande si on va arriver à avoir assez de contrôle avec cette technologie-là. Et l'autre technologie, le Precision Time Protocol, le principe, c'est en fait de synchroniser des horloges sur un réseau par rapport à un horloge-mètre, puis avec une certaine précision qui peut être de l'ordre du microseconde, du nanoseconde, dépendamment du réseau, dépendamment du nombre de sauts dans le réseau, dépendamment de si on utilise des switches qui supportent le protocole ou non. Donc, on parle de ça beaucoup et la SMPTE travaille à utiliser ce protocole pour remplacer les signaux de synchronisation qu'on utilise présentement, le Black Burst, le Tri-Level, tout ça. Par contre, on s'inquiète un peu d'un fait, c'est qu'en ce moment, il y a plusieurs standards qui utilisent le I3E 1588, dont la SMPTE travaille sur un profil. L'AVB utilise ce protocole, l'AES 67, qui est au niveau de l'audio. Par contre, ils utilisent tous, puis là, ça revient à ta question, Daniel, la question dans ce cas-là, le problème, c'est qu'ils utilisent tous des profils légèrement différents. Donc, en pratique, ils ne sont pas interopérables à ce jour. C'est des protocoles qui offrent un paquet de possibilités. Souvent, ils ne sont pas implémentés entièrement par tous les vendeurs. Là, la SMPTE travaille à faire un profil qui est dédié, qui est spécialisé pour notre industrie. Est-ce que les grands manufacturiers vont le supporter? Donc, ce n'est pas parfait. Mais en termes de technologie, par contre, il semble qu'il y ait un consensus. À peu près tout le monde s'en va vers ça. Là, il y a un défi d'harmonisation à ce moment-ci. Puis finalement, par rapport à l'IP, le SDI sur IP, c'est pas nouveau, il existe des standards, il y a un RFC qui permet de faire le transport du SDI sur IP, sur RTP depuis plusieurs années. La SMPTE a sorti relativement récemment, puis là, il y a eu des tests d'interopérabilité. Ça semble être un bon standard qui fonctionne entre les différents vendeurs. Mais là, on est quand même dans un mode de pensée SDI sur IP. Donc, on fait juste encapsuler le signal tel qu'il est. On ne fait rien d'autre. On conserve tout l'ancillary data space, on conserve les signaux audio qui sont embarqués, tout ça. Il y a des questions en ce moment, est-ce que c'est la façon la plus efficace de faire de la vidéo sur IP que de juste embarquer le SDI sur IP? Par contre, ça a le gros avantage qu'en termes de migration, c'est assez direct. Si je reviens à l'AVB, il y a un protocole qui s'appelle le 1722, qui est l'encapsulation du SDI, l'encapsulation en général, mais entre autres du SDI sur IP, dans ce cas-là sur Ethernet, dans l'AVB, qui semble s'enligner vers, en fait, une syntaxe légèrement différente de la SMPTE 2022-6.
Donc, encore une fois, on se prive d'une harmonisation, d'un transfert facile entre les deux. Bon, ça ne sera peut-être pas compliqué, peut-être que c'est une question de quelques paquets, que peut-être pas moins. On n'a peut-être pas besoin d'aller profond dans le protocole, mais ça reste un défi en ce moment d'harmonisation à tous les niveaux. Puis l'AES 67, qui est un peu le remplaçant potentiel de l'AES 3 puis du MADI, donc le multicanal audio sur IP. Faible latence, avec toutes les fonctionnalités de synchronisation. Mais le problème qu'on a, c'est qu'il y a plus de questions qui restent à répondre que de réponses, en fait. J'en ai évoqué plusieurs, puis il n'y a pas de réponse. Le temps va nous le dire, il y a du travail à faire. Puis ça, c'est ce que je veux vous présenter maintenant, c'est qu'est-ce qui se fait en ce moment. C'est clair qu'il y a des avantages possibles, c'est clair que ça s'en va là, c'est clair qu'il y a une immense... ça se parle énormément dans les salons, partout, ici. Mais il reste beaucoup de choses à faire. Puis quand on parle de changement de paradigme, une chose, c'est qu'il faut aussi prendre un pas de recul par rapport à notre industrie en ce moment. Si on veut juste reproduire ce qu'on fait avec les mêmes solutions, peut-être qu'on n'arrivera pas. Il faut réouvrir un petit peu, il faut évaluer c'est quoi nos besoins en termes de besoins d'affaires, qu'est-ce qu'on veut faire comme télévision dans 3 puis dans 5 ans. Parce que c'est dans ce temps-là que la technologie va être prête, puis c'est ça qu'on veut régler comme problème. Puis je dirais que l'initiative en ce moment qui vraiment s'en va dans cette direction-là, c'est la Task Force, le groupe de travail qui a été mis sur pied en collaboration avec le BU, la SMPTE, puis le Video Services Forum. C'est parti en avril dernier. Puis l'idée de cette Task Force, c'est vraiment d'avoir une espèce de coordination entre l'industrie, les usagers, les organisations de standardisation, puis d'avoir un dialogue, puis de prendre en main un peu cette transition-là. L'approche qui a été choisie, c'est vraiment retourner à c'est quoi les affaires qu'on veut faire avec la télévision, c'est quoi le business qu'on veut faire avec la télévision dans 3 à 5 ans. Puis ça a donné lieu, en fait, cet exercice-là, à 136 requirements. Puis juste ce document-là, je pense que c'est un document très intéressant parce qu'on revisite, en fait, qu'est-ce qu'on fait comme production puis qu'est-ce qu'on veut faire comme production. Puis, à la suite de ça, la Task Force a émis, en fait, une demande à l'industrie de proposer, en fait, quelles technologies ils sont en train de préparer pour répondre à ces besoins-là. Puis, ça a donné lieu à une réponse par 26 manufacturiers ou propriétaires de technologies, centres de recherche, qui ont proposé 66 technologies. Puis, pour la première fois, moi, j'ai eu l'impression, en voyant les réponses, puis c'est un rapport qui va être publié le 30 novembre, donc très bientôt, parce que je suis impliqué dans le groupe de travail, j'ai eu la chance de voir, en fait, l'éventail de réponses. Puis, c'est vraiment, les solutions sont là. Maintenant, c'est d'amalgamer ces solutions-là, puis de les trier, puis de les sélectionner, puis voir lesquelles vont prendre le pas. Donc, à la suite de ce rapport-là, la question, c'est probablement que ça va donner lieu à un certain nombre de standards, de tests d'interopérabilité, de tests de démonstrateurs. On veut voir, en fait, si les manufacturiers, ce qu'ils disent dans leur proposition, en fait, si ça tient la route quand on le fait pour de vrai. Donc ça, c'est une des activités qui a lieu en ce moment. La SMPTE est bien active aussi. Il y a un groupe d'études en ce moment qui regarde, en fait, toute la perspective de comment utiliser un réseau pour de la production. Un rapport qui va sortir dans le courant de l'année prochaine, qui va donner lieu probablement à des recommandations au niveau de la standardisation. Évidemment, toutes les activités autour de la synchronisation, l'utilisation du Precision Time Protocol, il y a des brouillons en ce moment, puis il y a peut-être des gens plus à jour que moi sur
sur les derniers statuts, mais c'était en ce qu'on appelle Final Candidate. Là, c'était les dernières étapes avant la publication du 2059-1 et du 2059-2, qui est le tiré 2 qui est un profil, en fait, du PTP pour l'utilisation en production média. Le time labeling, c'est en fait le time code, si on veut sursimplifier, le remplacement du time code en utilisant ça. Donc, la SMPTE aussi est très active. Puis à l'EBU également, on est en mode partage d'informations en ce moment. Donc, il y a des broadcasters, il y a des télédiffuseurs qui font leurs tests. On veut partager cette information-là pour que rapidement les autres sachent, en fait, bon, on sait qu'en AVB, en Software Defined Networking, en 2022-6 pour la production, il y a présentement des gens qui essayent ça. On n'est pas en mesure pour le moment d'arriver avec des conclusions strictes, par exemple, par rapport à l'infrastructure à installer dans 3 à 5 ans. Tous les télédiffuseurs ont cette question-là, surtout ceux qui ont des projets d'implantation, des projets de déménagement. La réponse est pas là. Par contre, il y a un partage d'informations qui est très précieux en ce moment. Puis ça, en général, c'est très ouvert. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, venez sur le site. Il y a moyen à distance d'être sur les réflecteurs, de participer à la discussion. Un peu risqué comme diapo, essayer de dire dans combien de temps tout ça va arriver. Admettons qu'on s'en va là, puis que ça tient la route. C'est ce qu'ils appellent, c'est c'est le trou ici, là. Comment on dit en français, Jonathan? Tu veux savoir ça? Le trou. Le but, c'est de passer le trou. Donc, présentement, les quelques-uns qui commencent à essayer, c'est parce qu'ils voient un avantage certain, mais c'est la seule raison, puis ils ont un peu de ressources pour le faire. Mais vraiment, le test, ça va être, est-ce qu'il va y avoir des produits, est-ce qu'il va y avoir des standards? Puis, on pense qu'en fait, ça va prendre encore 3 à 5 ans avant de voir des déploiements. Et si ça marche, 5 à 10 ans pour avoir des studios complets, des installations d'envergure. Donc, ce n'est pas demain la veille, mais en même temps, il faut travailler maintenant parce que toute la question d'harmonisation, on ne passera pas le trou si on n'y arrive pas à l'harmonisation, probablement. Êtes-vous d'accord avec ces chiffres-là? Hein? Oui. Ça fait du travail. Pour ceux qui ne quittent pas demain le marché, il reste quelques bonnes années. Merci. Ouais. Questions, commentaires, insultes? Merci. Oui. Les grands manufacturiers de switch comme les Cisco et Alcatel, dans quelle direction? Eux autres, ils regardent le broadcast. Est-ce qu'on est considéré ou on ne fait même pas partie de leur plan à ce moment-ci? C'est intéressant. Je peux vous dire que dans l'appel de technologie que la Task Force a fait, il y a de ces joueurs-là qui ont répondu. En général, moi, la perception que j'ai, c'est qu'ils disent un petit peu, bien, voici ce qu'on a, puis c'est à prendre ou à laisser. Puis on a déjà quelque chose, puis ça marche. Il y a des joueurs intermédiaires dans ça qui semblent être un peu plus proactifs présentement, à vouloir avoir des produits qui auraient peut-être un label média ou un label ou qui seraient prêts à supporter. Dans les grands manufacturiers, je pense que c'est des décisions qu'eux autres vont prendre. Je pense qu'ils sont en mode observation en ce moment. Mais j'ai quand même vu des réponses. Donc, à tout le moins, ils sont sur le réflecteur et ils savent qu'il y a un appel d'offres. Au niveau du stockage, vous n'avez pas parlé, est-ce qu'il y a des manufacturiers qui sont plus susceptibles de faire l'affaire que d'autres, qui sont prêts
présent dans ce développement-là? Oui, certainement. Je peux difficilement parler de manufacturiers en particulier. En général, les grands manufacturiers ont des solutions. Ils sont à l'IBC, ils sont au NAB, puis ils prétendent avoir, à raison ou pas, avoir des solutions qui sont bien adaptées. Puis encore une fois, moi, ce que je vois, c'est que souvent, il y a quelques grands manufacturiers qui ont des solutions très intéressantes, puis qui sont en installation, puis qui fonctionnent en ce moment. Mais il y a aussi des joueurs intermédiaires ou des intégrateurs systèmes qui vont combiner, par exemple, le Software Defined Networking, qui vont vendre un système qui est média. Il y a quelques joueurs intermédiaires ou quelques petits joueurs qui font ça. Mais je peux malheureusement pas donner de nom étant neutre et dans un pays neutre. Serge. J'imagine que tu parles surtout de, quand tu parles de production, j'imagine que tu parles vraiment de la partie production live et tout ça, parce que j'assume que la partie post-production, c'est comme un fait que ça se fait relativement facilement sur le Ouais. site. En fait, il y a des problèmes à régler, évidemment, aussi dans le domaine fichier puis dans le domaine de montage non linéaire et tout ça. Mais ce dont je parle, c'est vraiment le défi de la production en direct, les latences, la fiabilité qu'on a besoin, la disponibilité. C'est un peu le dernier maillon, en fait, qui est encore le domaine de l'infrastructure spécialisée dans l'organisation de production. Production de contenu en direct. C'est-tu les produits consommateurs qui vont permettre un meilleur déploiement de IP ou c'est ça qui va être le marking point ou c'est d'autres choses qui vont décider si l'IP va de l'avant là, au niveau studio? C'est quoi d'après toi? C'est-à-dire que si on parle de la production au sens traditionnel du terme, ça reste que pour que les grands télédiffuseurs embarquent, on a besoin de régler ces problèmes-là. Par contre, il y a quand même une émergence d'une production faite par le consommateur ou par des entreprises plus du type Internet qui sont prêts, eux autres, à utiliser des technologies quasiment consommateurs. Donc, peut-être que ça va pousser aussi un peu l'urgence pour les grands télédiffuseurs de réagir puis d'arriver avec, surtout au niveau de la façon de produire les contenus, avec le nombre d'employés que ça prend, avec l'aspect collaboratif et tout ça. Il y a clairement une tendance dans le domaine des Google et des Apple et des Microsoft, pour essayer d'en nommer le plus possible, en fait, qui rendent démocratique, qui démocratisent la production, puis qui font que c'est plus nécessaire d'être un grand télédiffuseur pour faire de la production télévisuelle. Donc, d'après moi, ça crée une urgence aussi d'adaptation pour le grand diffuseur. Mais en même temps, le grand diffuseur, moi, ceux avec qui je parle, ils sont très conservateurs, ils veulent avoir la même fiabilité, ils veulent avoir les mêmes caractéristiques qu'ils ont actuellement. Donc, d'après moi, oui, on se fait pousser par une industrie consommateur, mais on ne veut pas perdre non plus ce qu'on est en train de faire, puis la particularité, puis la production. Mais je pense que ça rentre en ligne de compte. Question-là, l'acceptabilité de ça par les gars de réseau. Parce que bien souvent, les gars de réseau, c'est une chasse gardée, ils ne veulent pas entrer. Ouais. J'ai déjà entendu, chez un télédiffuseur, ils disaient il ne va pas être les gars de réseau réalisent qu'on fait de la télévision 24 heures sur 24. Oui. Bien, ça, c'est la question des silos. Oui, puis la question peut être inversée. Est-ce que les gens de technologie broadcast aussi sont prêts à faire le saut d'accepter la technologie réseau, de l'utiliser, d'apprendre à s'en servir?
il y a de la communication, il y a des écoles de pensée, mais il y a aussi l'émergence aussi d'une nouvelle expertise, qui est l'expertise média sur technologie IT. Puis ça, on le voit de plus en plus, il y a des gens qui naissent dans ce mode-là, où ils comprennent un peu les deux mondes. Est-ce qu'il va falloir attendre d'avoir une masse critique de personnes je pense qu'on ne veut pas attendre non plus. Mais c'est un problème majeur. Ça fait longtemps qu'on en parle de ça, de ce problème-là, je pense. Puis, il y a des organisations qui s'en sortent bien. Mais c'est un mélange de management, c'est un mélange de communication. Puis aussi, je pense que quelque chose qui change, qui aide énormément, c'est de le voir avec ses yeux, de voir un réseau qui fonctionne, avec du contenu qui est stable. Je pense que ça change, ça aide à accepter. Fait qu'il faut le faire, il faut le mettre en pratique, il faut l'essayer. Puis après, c'est juste de partager l'expertise, puis d'utiliser l'expertise de tout le monde. Oui. Il y a beaucoup d'applications qui font référence à des non compressés sur réseau IP. Il y a de l'expérimentation aussi qui se fait, particulièrement dans le cas du 4K, utiliser des compressions mésalines. Est-ce que dans les expériences que vous faites en Europe actuellement, y a-t-il des codecs qui semblent plus intéressants que d'autres dans les applications de production live? Oui. Effectivement, oui. Puis c'est probablement, c'est une solution qui est envisagée, c'est d'avoir une compression. C'est le fait de continuer à travailler non compressé reporte l'échéance, parce que là, il faut attendre le 40 gigas puis tout ça. Donc, il y a des types de compression. Chaque télédiffuseur, il y a des écoles de pensée là-dedans. Il y en a, actuellement, qui utilisent, par exemple, du type AVC intraframe, BBC, entre autres. HEVC s'en vient à grands pas, puis il y a des saveurs intraframe aussi, puis il y a des profils en production qui vont sortir de ça, qui vont, quand on parle de 4K, quand on parle de plus de framerate, de plus d'images par seconde et tout ça, ça va être nécessaire d'aller sur ce type de compression-là. Puis il y a aussi également un certain nombre de compressions mésanines, style 2 à 4 pour 1, qui ont des très, très basses latences. Et ça, ça devient des candidats, en fait, pour le remplacement du SDI, puis le rendre un petit peu plus... peser un peu moins dans le tuyau qui est limité. Mais l'intuition, c'est qu'il n'y aura pas de standard de codec, une fois de plus, uniforme. Il y a d'autres manufacturiers qui ont leur compression propriétaire. Ça m'étonnerait, puis il n'y a même pas de tentative de se dire « Hey, on se fait un codec pour tout le monde ». Il n'y a personne qui l'a proposé encore, celle-là. François. À terme, mettons dans 3 à 5 ans, peut-être plus, si ça marche, penses-tu que ça va pouvoir cohabiter sur le même réseau que le restant des domaines d'une entreprise, ou ça va demander un réseau séparé? Ouais. Je veux dire, ultimement, c'est ça le but. Moi, si j'avais un projet à faire, je commencerais par mon propre petit réseau, là, qui n'a pas trop de... Ouais. Ouais. Idéalement, une fois qu'on a tous ces protocoles de réservation de bande passante, de priorisation, de configuration intelligente, qui sait que ça, c'est du média, puis que c'est super important, puis que ça, c'est du email, puis que c'est pas important, puis qu'on n'a pas besoin de tout configurer, donc il y a beaucoup d'automatisation de ça, c'est ça le but, de mélanger le tout. Mais là, il y a des questions de management dans les entreprises, il y a d'autres considérations que juste la technologie, mais au niveau technologique, oui.
area network, y compris les conversations téléphoniques, le email et la production en temps réel. Évidemment, ça demande que tu contrôles tous les éléments de ton réseau. Ça demande que les questions politiques soient résolues. Mais techniquement, je ne vois pas de raison pourquoi ce ne serait pas comme ça. Ouais. On a eu certains problèmes, entre autres, avec, quand tu parlais tantôt, c'est intéressant, parce que quand tu parlais de la question qu'il y a certains protocoles que les manufacturiers n'implémentent pas nécessairement ça de la même façon, on avait un problème spécifique avec la qualité de service, qui dans certaines des switches n'était pas établie immédiatement, mais à la prochaine seconde complète. Ce qui faisait que, par exemple, on pouvait être en production live, puis là, soudainement, pouf, il y avait une drop de quelques frames, puis tout ça, puis il a fallu tracer l'équipement, puis demander au manufacturier de changer son firmware pour C'est là-dedans qu'on s'en va. Ouais. Je ne sais pas, au niveau du temps, je veux pas... Y avait-tu une autre? On a une autre présentation. Et, regarde, ça va bien. Au niveau du temps, super. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a le temps, Gilles part juste demain, de toute façon. Ouais, Gilles, tu parles pas beaucoup. Qu'est-ce qui se passe? Il est en phase-out. Il prend sa retraite, t'attends, lui. Dommage, je démarre. Moi, je me permettrais peut-être une petite question qui est en lien avec ce qu'on discute là, mais pas à 100%. Est-ce que tu constates chez les différents propriétaires de contenu, donc des télédiffuseurs et autres, que la façon dont ils essaient d'organiser la livraison de leurs produits, est-ce qu'ils essaient de structurer pour que chaque élément soit séparé puis livrer un produit X à la demande, c'est-à-dire assemblé au moment de la demande, ou ils fonctionnent encore avec un mode plus traditionnel de un contenu, un emballage? Au niveau des télédiffuseurs par rapport à leurs consommateurs de contenu. Ouais. Oui, il y a une tendance vers multiplateforme à la demande, même là, la tendance extrême. La BBC ont certains démonstrateurs où ils vont mettre énormément de métadonnées, puis ça, c'est une des choses que ces modes de production-là permettent, énormément de métadonnées en temps réel qui sont générées en temps réel au moment de la production. La reconnaissance de qu'est-ce qu'il y a à l'écran, des compteurs, des reconnaissances de visage, des reconnaissances d'événements, de coupures d'images et tout ça. Puis toutes ces métadonnées-là permettent à la maison, pour le receveur, de construire en fait un contenu personnalisé en hybridant avec l'Internet, d'avoir de l'interactivité, tout ça. Et grâce au fait que dans l'infrastructure de production, bien, les métadonnées sont générées et sont synchronisées avec la vidéo et l'audio. Donc, il y a des tests, il y a des tentatives de nouvelles façons de produire de la télévision. Je ne sais pas si vous connaissez le concept d'HBB TV. Il y a d'autres modes de la télévision hybride où l'Internet est hybridé avec la télévision, où il y a du on-demand qui est mélangé avec le live, qui peut être incrusté, qui peut être... qui peut avoir un certain pourcentage d'interactivité, qui peut avoir de l'interactivité en direct et tout ça, qui est sous forme d'application et tout ça. Il y a beaucoup d'essais, mais c'est très... ça me semble être très éclaté et il n'y a pas trop de modèles qui émergent en ce moment. Puis c'est... Je vais redire quelque chose que j'ai dit récemment devant un auditoire uniquement de télédiffuseurs. Je vais vous expliquer pourquoi je n'ai pas de télévision à la maison. Il y avait mon patron, là, il me regardait, il dit peut-être que tu ne devrais pas en parler, mais le mode de consommation est en train de changer complètement, ça c'est clair. Les télédiffuseurs cherchent des façons. Donc, comme la BBC a un espoir qu'en utilisant des technologies de production comme ça, vont pouvoir offrir des nouvelles formes de contenu. Mais souvent, les exemples qui sont donnés sont assez anecdotiques et ne sont pas super intéressants.
faire... l'exemple qu'il y avait à l'IBC, c'était qu'il y avait une auto qui tournait en rond sur une piste de course, une petite auto, là. Puis on savait sa position en temps réel. Puis ces métadonnées-là pouvaient être transportées, puis éventuellement, on pouvait peut-être faire de l'affichage en surimpression ou de donner l'information. Donc, ça permet de faire des applications, ça permet de faire d'autres choses. Mais il n'y a pas de... C'est à la pièce, on dirait que présentement, on cherche des idées intéressantes. Il n'y a pas de façon qui remporte. Bien, merci infiniment de t'être déplacé. Pour ma part, je pense que c'est une excellente présentation, étant donné que j'ai plus de questions avant qu'il commence qu'après que ça soit terminé. Donc, ça veut dire qu'il a gratté aux bons endroits. C'est super d'avoir cette perspective-là. Une chose que je voudrais dire par rapport à ça, par rapport aux questions que je n'ai pas répondu puis que j'ai peut-être suscité, gênez-vous pas. Moi, j'ai accès à un réseau de contacts qui est les télédiffuseurs européens, pour la plupart. Les gens sont très généreux. Il y a une communauté là-bas. Les gens sont passionnés, tout ça, comme vous autres. Ça me ferait plaisir de vous mettre en contact si vous avez des questions avec des Européens, avec des télédiffuseurs européens. Gênez-vous pas. Donc, envoyez-moi vos questions. Puis aussi, ça me permet de voir c'est quoi votre réalité, tout ça. Donc, gênez-vous pas. Merci. À ce sujet-là, il y avait des liens, des URL que tu as mis dans la présentation. J'imagine que ça menait à des documents relatifs au contenu. Fait que, comme vous savez, cette présentation-là va se retrouver sur notre canal YouTube cette nuit, Daniel? Oups! Excusez. Ah, c'est bon, on n'est pas encore à l'assemblage en temps réel. Là. C'est un essai. Mais très bientôt, Daniel a fait des efforts surhumains dernièrement pour mettre nos présentations en ligne. Là. Celles de cette année sont déjà en ligne, les 2 premières qui ont été faites. Alors, merci encore, Félix. Et on va prendre 5 minutes de pause. De toute façon, il n'y a plus rien à boire et à manger. Fait que, le temps de changer le micro. Donc, pour la deuxième moitié de notre soirée, ça fait plaisir de vous présenter Renaud Lavoie, pour ceux qui ne le connaissent pas. Renaud a débuté sa carrière en broadcast chez Miranda, où est-ce qu'il était responsable de développer la première ligne de produits fibres. Ça, c'était en 2001, quand même. Si jeune homme. Ensuite, il a œuvré sur les multiviewers qui s'appelaient Kaleido 2 à l'époque, et ensuite sur l'architecture du Kaleido X, FR4, X16, Winnebago et tout le kit. Durant ces années chez Miranda, aussi, Renaud a enseigné à l'ETS, donc pendant 9 ans. C'est quelque chose d'avoir su combiner les deux. Ensuite, il a suivi ses rêves et ses tripes et est devenu entrepreneur. Donc, a fondé une entreprise qui s'appelle Brio Concept en 2007 et en 2008, vers la fin de l'année, Embryonics. Depuis 2010, il se consacre entièrement à Embryonics, qui me semble être une entreprise en pleine expansion, en pleine ascension. Donc, voilà. Bienvenue. Merci. Merci d'être là. Merci tout le monde. Merci à Maxime qui m'a invité. En passant, j'y ai enseigné à l'ETS. Et puis, petite nuance, on ne fait pas travailler d'enfants chez Embryonics. Fait que c'est ma fille. Ça a été hyper compliqué de prendre cette photo-là, puis non, elle n'est pas attachée, OK? C'est une strap anti-esthétique. Fait que l'agenda ce soir, je vais parler un peu de ma bio, mais assez rapidement. Vous n'êtes vraiment pas là pour entendre parler de moi. Le survol de l'entreprise, plus intéressant. L'IP, c'est génial, je suis d'accord avec Félix, mais qu'est-ce qu'on fait avec 4K, 8K? Puis on pense qu'on n'est pas là aujourd'hui. Les options pour le 4K. Maxime m'a approché. Embryonics fait beaucoup d'interfaces. En fait, fait des interfaces. Puis là, je me disais de quoi je vais parler, plus 4K, etc. Mais Sylvain m'a volé le punch dans la présentation d'avant. Donc, je me suis dit, on va parler IP versus 4K. Et puis, le broadcast en transition, bien sûr.
encore une fois. Donc, ma bio, j'ai commencé dans un start-up de télécommunications en 2000. Super bon timing. En 2001, ça a fermé. J'ai quand même fait quelques produits de fibre. À l'époque, on était déjà à 10 gigs. Puis on travaillait déjà sur le 40 gigs, c'était multiple 10 gigs. Ensuite de ça, j'ai travaillé chez Miranda. Donc, il y a beaucoup de visages ici de Miranda que je reconnais. Donc, fibre, Kaleido, la série Kaleido, les multiviewers, m'en ont fait baver pas mal. En même temps, j'ai été prof à l'ETS. Donc, j'ai enseigné à Lisanne et Max. Et puis, finalement, en 2007, j'ai parti en Embryonics en fait 2008. Et puis, j'ai été auteur pour Broadcast Engineering. Vous avez peut-être lu certains de mes papiers, vraiment dédiés sur les SFP. Fait que malheureusement, Broadcast Engineering ferme. Donc, vous allez devoir aller sur mon site web pour mes papiers. Donc, aperçu de l'entreprise, fondée en 2008. Aujourd'hui, il y a plus de 60 manufacturiers qui utilisent nos produits à travers le monde. J'étais en Californie, là, je m'en vais au Japon. Fait que je voyage beaucoup. Il y a plus de 25 000 de nos SFP qui marchent en ce moment. Si vous demandez, il y en a qui ont servi lors de l'ancienne Coupe du monde de soccer. Il y en a qui vont être en action dans les Olympiques, etc. On vient d'être certifié Sony Green Partner. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut maintenant vendre à Sony et qu'on est plus vert que vert. Nouvel exportateur de l'année à Laval. Et puis finalement, un prix qu'on est hyper fiers, c'est qu'on est Company to Watch de Deloitte. Un parmi les 12 gagnants, en fait, de cette année. Puis la croissance, comme Daniel le disait, 30 000 % en 3 ans. Sûr qu'on ne part pas à 100 millions, là, OK? Mais ça part en flèche, puis c'est des beaux défis. Donc, l'IP, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on fait avec le 4K? En fait, ça grossit tout le temps. OK? Il y a aussi ce buzz-là. Il y a les deux tendances que nous, on a vues à IBC, que tout le monde a dû voir aussi. Il y a le plus gros d'écran, puis il y a aussi l'IP. Mais fait, qu'est-ce qu'on fait? Comment on match les deux ensemble? Si on regarde le 4K, OK, si on regarde le YouTube, si vous downloadez tout le monde un HD, YouTube recommande, mettez-vous en 4.5 mégabits. C'est cool. Si on regarde du HD pas compressé, on tombe à 1400 mégabits. Puis si on tombe à du 4K, bien là, on a la chute Niagara de bandwidth. Fait qu'on est à 11 000 mégabits. Fait que c'est immense. Qu'est-ce qu'on fait avec ça sur un IP? C'est 2600 fois plus que notre YouTube. OK? Fait que, rapidement, les résolutions. Fait que ce qui est intéressant de remarquer, c'est que le 4K, oui, c'est 12 gigs. Ce que Netflix dit qu'il va faire, c'est 15 mégabits en distribution, bien sûr. Puis, si on regarde le futur, bien, on est à 48 gigs pour le 8K, ce qui devient très intéressant. Donc, le 10 gigs, pourquoi j'en parle là, ou 10 gigabits Ethernet, c'est parce que c'est le port le plus abordable. Tantôt, Félix a montré une courbe. Malheureusement, c'est ça, les stats, c'est jamais exactement pareil. Nous, ce qu'on a lu, c'est qu'en 2013, il y avait 95 % des ports 10 gigs et plus dans nos entreprises qui étaient vraiment des 10 gigs. Vous avez une couche de 40 et de 100 gigs, vous allez dire, ouais, mais l'argent, c'est fou. C'est parce qu'un 100 gigs sur un port au complet dans une switch d'un équipement à l'autre, ça coûte une fortune. C'est pour ça que le revenu est grand aussi. Si vous regardez aussi, ce qui est intéressant, c'est que le 1 gig est encore très populaire. Mais on va s'attaquer aux 10 gigs. Donc, le coût d'un port 10 gigs par rapport à un 3 gigs, si vous regardez en 2013, rapidement, vous voyez que le 3 gigs descend, il est plus bas que notre 10 gigs. Donc, on devrait rester avec notre SDI. Par contre, il baisse rapidement le 10 gigs. Puis on le voit, il s'érode beaucoup. Donc, il y a un point ici qui va être, c'est intéressant, 2014-2015, de penser aux 10 gigs. Même chose, la seule chose, c'est que les 12 gigs qu'on va avoir, les routers 12 gigs, donc vont être beaucoup plus chers au départ, à leur introduction, comme toute nouvelle technologie. Donc, on revient sur mon 10 gigs. Si vous ne le saviez pas, c'est 10.3125 gigs, un 10 gigs. Puis vous allez me dire, il vient d'où le 3125? Il vient de l'encodage. C'est du 64-66 qu'ils font, plutôt que du NRZI comme on fait, qui est super cool par rapport à nous, qui n'a pas de pathologique, etc. Mais ça donne une bande passante, en fait, ça donne un vrai réel de 10.3 gigs. Si on prend le maximum théorique, puis là, je ne l'ai pas fait moi-même, j'ai demandé à des ingénieurs d'Embryonics de dire « Donne-moi le maximum théorique, si je mets juste un stream, OK, je respecte le minimum entre mes paquets,
je ne mets rien d'autre dans mon pipe, dans mon tuyau. C'est quoi le maximum théorique? Fait que si vous mettez l'RTP, puis si vous mettez l'IP, puis vous l'envoyez dans le tuyau, c'est 9.18. Si vous regardez sur le web, puis vous faites comme moi une recherche, vous allez voir 7.5 gigs est réaliste. OK? La plupart des serveurs et tout vont être à 4-5 gigs max. À cause qu'ils n'ont pas tout le temps d'envoyer des paquets, mais étant donné que le broadcast, on pourrait envoyer des paquets vite, on serait à 7.5 gigs. Fait que je vais partir avec ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire 1500 YouTube. OK? Ça veut dire que HD, là, ça veut dire que si vous êtes dans un bureau avec 1500 personnes, vous pouvez tout le monde écouter un YouTube HD en même temps. OK? Il n'y aura aucun problème. Okay, le data, le download va être ralenti, mais il n'y a pas de problème. 75 HD en compression mezzanine. Puis je vais revenir sur la compression mezzanine. 6 uncompressed HD. OK? Fait que 6, c'est pas mal le top que vous pouvez faire. Et puis, le 4K, 0. Fait qu'on a un problème, là. Fait que le problème qu'on a, c'est qu'est-ce qu'on fait avec le 4K? En fait, mon bonhomme, on va l'appeler Joe. Joe se demande qu'est-ce que je fais avec le 4K dans le studio. Est-ce que je le compresse? C'est quoi mes options pour le 4K aujourd'hui? Donc, les options, excusez, il y a un bug dans ma slide. Donc, on a le multilien. C'est-à-dire, OK, je vais vous vendre une belle pièce d'équipement aujourd'hui à 4 fois 3 gigs. C'est cool, hein? Ou je vous vends une pièce d'équipement avec un gros BNC à 12 gigs ou de la fibre. Je peux aussi vous vendre un 4K compressé sur IP. OK? Ou, ce qui peut être cool, je pense que Sylvain t'a posé la question, il y a quelqu'un qui a demandé, on peut prendre un 4K compressé, visually lossless aujourd'hui, puis l'embarquer sur votre 3 gigs. Ce qui pourrait être intéressant. Fait que c'est toutes les options qu'on a aujourd'hui. Fait que je vais les passer une par une. J'espère être pas trop technique, juste assez. Fait que je vais les passer une par une, puis je vais vous dire les contraintes de chacune, les avantages. Puis après, je vous dirai qu'est-ce qui va arriver, je pense, dans notre marché, mais c'est vraiment mon opinion. Donc, le multilien. Cool? Vraiment pas cool. Fait que je mets 4 fois mon coax, 4 fois ma fibre, et vous allez me dire non, je peux prendre une fibre avec 4 longueurs d'onde. D'accord. Au lieu d'avoir 16 couleurs différentes ou 16 signaux dans votre fibre, vous allez tomber à 4. Déjà, on perd de la densité, c'est moins cool. L'autre désavantage, 4K égale 4 câbles de 3 gigs. 8K, 16 câbles de 3 gigs. Le routeur que vous achetez aujourd'hui, un beau 256 par 256, on est dans un P-Note, mais je vais l'appeler Envision, Miranda, va passer de 256 par 256 3 gigs à 64 par 64. Mais vous avez payé le même prix, là. Vous devez appeler Miranda parce que ça doit switcher en même temps. Vos 4K. Ah, ça marche déjà? Oh, cool! Fait que vous n'avez pas besoin... Fait que vous n'avez pas besoin d'appeler Miranda, mais vous payez quand même pour un 256. Hein? Ça marche pas? Ça, je ne veux pas le savoir. OK? Donc, le poids augmente aussi, donc ça, c'est un autre problème qu'on a. Fait que si vous regardez, ce qui est super cool, c'est que j'ai acheté mon équipement 256 pour aujourd'hui, ça marche. Je m'en vais en 4K, je tombe à 64 par 64, je m'en vais en 8K, 16 par 16. Ouch! Puis là, ça doit switcher à 8K, hein? D'un coup, là. Donc, l'option B, on y va avec, je vais commencer avec le coax. Je suis un fan du coax. Donc, un signal par coax, un signal par lambda de fibre. On a après ça tous les nouveaux standards qui sont super, mais devinez quoi, ils ne sont pas approuvés. Fait qu'aujourd'hui, quelqu'un qui vous dit « je fais un 12 gigs sur coax », c'est cool, il y a des chances que ça marche, mais il y a des chances que le standard le change. Donc, c'est un peu un risque d'utiliser 12 gigs tout de suite. Par contre, oups, je suis revenu en arrière. Non, en fait, je parle du coax maintenant. Les limitations. Je ne sais pas si vous le trouvez cool. Ça, c'est mon SDI en sortie. Lui, il crie, là. Parce que 12 gigs, ça atténue dans un câble. Fait que lui, il gueule le plus fort qu'il peut. Puis mon récepteur à côté, lui, il doit écouter, hyper sensible. Parce qu'oubliez pas, à l'autre bout du coax, il ne reste plus grand-chose à 12 gigs. Puis, devinez, nos pièces d'équipement, là, aujourd'hui, là, on demande à rapetisser. Fait que la diaphonie ou le crosstalk devient un fichu de problème. Moi, je l'adore, le petit Joe qui crie après l'autre. Perte d'insertion.
Donc, la perte d'insertion et réflexion, si j'ai mon signal qui sort dans mon SDI, qui sort dans mon port, honnêtement, il devrait être parfait. Okay? Si on le regarde d'un point de vue parfait, tout sort à l'autre bout. Si je prends une analogie avec de l'eau, je pars avec mon... C'est supposé s'animer, là? Cool. Fait que là, je perds une perte d'insertion. Puis après ça, mon eau continue à l'autre bout. Si je regarde avec nos super réflexions return loss, si je branche mon équipement ici, je vais voir si ma perte de réflexion est correcte. Mais le gros problème qu'on a toujours eu en broadcast, puis qu'on va toujours avoir sur l'SDI, c'est que je ne sais pas la perte d'insertion, elle est quoi. Vous vous rappelez, ma bulle est partie hyper grosse, puis j'en ai perdu dans le tuyau. Fait que le problème qu'on va avoir, c'est qu'à la sortie, on va perdre la longueur de câble. Puis notre SDI, qui veut dire Sample Direct Interface. Non? Notre SDI qu'on branche facilement, on risque d'avoir des troubles à 12 gigs parce que, hey, j'ai perdu une perte d'insertion, mais le client, votre manufacturier vous dit, mais c'est légal, là, ce bon return là se passe. Mais c'est quoi ta perte d'insertion? Puis ça devient un gros problème à 12 gigs. Donc, par les pertes de réflexion, vous allez dire, c'est correct, mais on ne tient pas compte de l'insertion. Ça, c'est un des problèmes. Le système actuel, 270 mégabits, 350, c'est easy. Vous allez faire sûrement 400, 450. 100 mètres, c'est easy. On va faire 200, mais qu'est-ce qu'on fait pour le 4K? Mon Joe, il est encore mal pris, là. Fait qu'il vient pour filer ou utiliser l'infrastructure actuelle à 4K, puis oups, ça ne fonctionne pas. 50 mètres, c'est les specs que les manufacturiers de semi-conducteurs disent. OK? La chance est qu'on va être à 50, 60 mètres pour commencer, puis il va falloir que Belden invente un nouveau coax. Je pense que c'est déjà en pensée, pour qu'on fasse 100, 150 mètres. Si on prend maintenant l'aspect fibre, les limitations sur la fibre. Quand on marche 3 gigs, 1.5 gigs, là, il y a plein de limitations à la fibre, puis vous savez, le pouvoir infini de la fibre, c'est d'aller à n'importe quelle vitesse, c'est pas super vrai. Mais on se dit à 1.5 gigs, 3 gigs, c'est facile. À 12 gigs, le problème qu'on a, dispersion chromatique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ma lumière, au départ, qui partait tout en même temps, étant donné que ce pointeur-là n'a pas juste du rouge. OK? Je vais recommencer. Il n'y a pas juste du rouge, il y a aussi d'autres, il dégrade en couleur. Qu'est-ce qui va nous arriver? Il va nous arriver la dispersion chromatique, donc on évase. Donc, si vous regardez, votre signal, il ne se propage pas, votre lumière ne se propage pas de la même vitesse dans la fibre. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va limiter la fréquence de la fibre. C'est drôle, hein? On a tout le temps dit que la fibre, ce n'était pas limité, mais il y a une limite. L'autre problème, la polarisation. Pensez qu'il y a un angle de 90 entre les deux. Encore une fois, ma fibre, ma lumière, elle se propage. Et puis, qu'est-ce qui arrive à l'autre bout? Encore, on évase. Donc, perte par polarisation. Est-ce qu'on avait ça en 1.5 gigs, en 3 gigs? Non. Est-ce qu'on commence à l'avoir en 12 gigs? Oui. Est-ce qu'on va l'avoir en 24 gigs? Oui. En 48 gigs? Oh. En 96 gigs? Oh. Ça commence à faire mal. Donc, la polarisation, c'est la lumière, puis vous pouvez lire là-dessus. OK? C'est super intéressant. Vous pouvez lire des jours et des jours, avoir de la mat par-dessus de la mat, mais je ne voulais pas endormir personne. Donc, le résultat, c'est que le pulse, il s'élargit. Donc, réduction de la fréquence, donc limite de la fibre. L'autre problème de fibre, C'est quoi la distance avant que ces phénomènes-là apparaissent? c'est plus une question de vitesse. Je vais en parler, là, mais la bande passante théorique d'une fibre, si on ne fait rien avec, c'est 100 gigs. En telco, quand on vous parle de 100 gigs, ils font du ODFM, puis ils font de la modulation dessus. Fait qu'en théorie, ils sont à 10 gigs pour passer dans leur fil DWDM. Mais je m'étire un peu, là, mais garde ta question pour la fin. Contamination. Souvent, on regarde la fibre puis on dit « Hey, j'ai un problème, ma fibre, elle va nulle part ». Fait que les gros problèmes que nous, on voit en tant que manufacturier d'SFP, c'est des problèmes de contamination. Qu'est-ce qui arrive? On va avoir de la poussière. Fait que je vous ai dessiné ici ce qu'on appelle un TOSA ou un ROSA, qui est la petite canne qu'il y a dans le SFP. Fait qu'il peut y avoir de la poussière ici, il peut y avoir de la poussière sur la lentille, il peut y avoir de la poussière un peu partout. Des égratignures. Fait que si vous prenez une fibre qui est sale, puis vous la rentrez, puis vous jouez, hey, ça ne marche pas bien, bien, si votre férule, elle est sale, vous allez venir graffiner celle-là, ou graffiner la lentille, ou si vous poussez comme un débile, bien, vous pouvez même rentrer la lentille en dedans. Ça, je l'ai vu. Fait que soyez calme avec la fibre. Et puis, si vous regardez avec un microscope ou vous regardez avec des appareils spécialisés, ça, c'est une férule propre, tout le monde. OK?
Si vous voyez ça dessus ou ça dessus, utilisez-la plus, mettez-la aux poubelles. Monoprice vend ça, c'est pas cher. OK? Fait que utilisez-la plus si vous voyez une férule qui est sale. Vous pouvez aussi la nettoyer. Il y a des appareils pour ça, puis vous pouvez m'envoyer un mail après. Ça va me faire plaisir de vous les donner, les liens. Le système actuel. Ah, je ne vais pas vous donner l'appareil, là. Je vais vous donner le lien, là. C'était pas clair. OK, mais c'est pour ça que je l'ai clarifié vite, hein? Je ne me suis pas fait avoir trop longtemps. Donc, en SD, 100 km facilement. Et même plus. On a testé 140 au bureau, mais le but, c'était pas de faire le plus long, là. C'est comme... je pisse plus loin que toi, là. C'était pas ça le but. Fait que 100 km, c'est conservateur. HD, 1080p, 0-100 km, aucun problème. Et puis, devinez quoi, le 12 gig, 0-80 mètres, zéro problème. OK? Kilomètres, excusez. 0,80 km. Je me trompe tout le temps. Merci. Donc, les avantages de la fibre, la vitesse ou la fréquence est très grande. OK? Théoriquement, 100 gigabits, c'est faisable. Après ça, il faut commencer à moduler. OK? Fait que, Longueur d'onde ou si tu as des contraintes, tu utilises longueur d'onde. OK. Le problème de 100 gigabits puis le problème des longueurs d'onde, c'est que tu vas avoir un fil qui est plus ou moins narrow. Fait que si ton fil qui est trop en DWDM, il est très, très narrow, il est très, très mince, donc si c'est trop large, ton spectre, tu vas le perdre. Pour aller plus haut que 100 gigabits, vous pouvez lire, ils appellent ça Coherent Light. Donc, il y a la lumière cohérente qui est faite justement pour aller dépasser le 100 gig. Ils travaillent beaucoup là-dessus. Plusieurs signaux peuvent cohabiter. Si vous êtes en CWDM, vous en avez 18. Et puis, vous savez que le chiffre magique, c'est 16. Parce que le 18, il y en a 2 qui sont dans le water peak de la fibre. La fibre, devinez-le ou non, quand elle est faite, il y a de l'eau. Puis quand vous envoyez la longueur d'onde, 2 longueurs d'onde en particulier, vous êtes tout suratténué votre signal. Mais en broadcast, on aime ça se compliquer la vie, fait qu'on prend 18 longueurs d'onde. En datacom et télécom, ils en font 16. Après ça, ils disent, si tu en veux 18, va-t'en en DWDM. DWDM, juste pour votre information, c'est 256. Fait qu'en théorie, une fibre pourrait passer 256, 4K, sans aucun problème. Solution éprouvée en télécommunication. Le point cool, c'est les 2 derniers. Le 12 gig, il roule depuis des années en télécommunication et en plus, les pièces sont devenues accessibles. Sauf pour faire du pathologique. Fait qu'en SDI, c'est juste ça l'affaire. Mais la solution est éprouvée, la fibre est éprouvée, le 12 gig est éprouvé. Changeons maintenant, là, je vous ai parlé plus du natif, allons maintenant dans la compression. Fait que mon Joe, il se demande, je prends mon 4K que je vous ai montré, qui ne rentre pas, comment je fais pour le rentrer? Fait qu'en gros, facile, Joe, on compresse, puis hop, je l'envoie dans mon pipe. Ça a l'air facile de même, hein? Ça prend un entonnoir, c'est tout ce que ça prend. Ah, il a retenu l'idée, l'essentiel de la présentation. Allez vous chercher un entonnoir. Okay, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi la compression mésanine? Encore une fois, ce qui est cool, la compression, en fait, ce qu'il faut savoir de la compression mésanine, c'est qu'elle doit être légère. OK? Elle doit être de bonne qualité. Ce qui est hyper important, c'est la faible latence. Tantôt, Félix parlait de la latence un peu, ça, nos présentations se recoupent un peu. J'en ai un autre pour vous autres, une mésanine qui pourrait être intéressante. Puis même si on est dans un pays neutre, je vais faire un peu de pub à une compagnie qu'on travaille avec. Mais une mésanine qui est intéressante, c'est une mésanine qui a une latence lente, okay? Rapide, qui a une faible latence. Donc, le coût doit être faible également. Donc, le coût de l'implémentation ne doit pas être, si vous voulez, un frame au complet, ne doit pas être hyper dispendieux, ne doit pas être 25 000 $ pour un encodeur, doit être faible. La puissance aussi. Le but serait un jour de l'implémenter directement dans les caméras, etc. Et puis, doit être visually lossless. Il y en a qui vont me dire mathematically lossless aussi. Dans un cas, vous ne perdez rien. Dans un cas, vous perdez, mais vous ne vous en rendez pas compte. Vous voulez que je répète? Dans un cas, on ne perd rien, mathematically lossless, puis dans l'autre cas, on ne perd rien visuellement. Fait qu'on est content quand même. Un jour, si on est capable de faire ça avec mon encodeur et décodeur mésanine, on serait capable d'utiliser peu importe le médium que vous voulez. On serait capable d'aller dans un 10 gig. Il y a d'autres choses à corriger comme problème, mais l'encodeur serait capable de le faire. Moi, je ne crois pas aux encodeurs qui compressent en fou et qui l'envoient dans un 10 gig pour le real-time, pour la production.
Donc, si on regarde les encodeurs, compression, lequel pourrait faire le travail? Si on regarde l'MPEG-2, MPEG-4, MPEG-2, MPEG-4, H264, H265, G2K, VCI, puis le dernier, c'est TICO. Vous pouvez browser TICO. Je déteste le nom, by the way. Il fallait que je le dise, mais c'est proposé par N2Pix. OK? Puis c'est une compression qui pourrait être utilisée pour la mésanine. Je trouve que ça fait TICON. Il fallait que je le dise, ça aussi. Ça, il faudrait balancer cette séquence. Hein? Perte de qualité, donc MPEG-2, H264 pour du real-time, pour vraiment de la production, pour de la mésanine, ça s'applique plus ou moins. Le délai de processing, encore une fois, MPEG-2, H264 sont trop longs. Okay? Rappelez-vous, on veut quelque chose de hyper rapide. Ce qui est intéressant de G2K, Low Latency et VCI, c'est intraframe, donc c'est vraiment rapide. Le TICO peut aller jusqu'à une demi-ligne de latence. Le coût versus power, donc si on regarde ici, plus ou moins exact, en fait, le G2K est un peu dispendieux et prend beaucoup de processing, okay? Plus que le TICO, donc ce qui en fait un candidat peut-être moins intéressant pour la mésanine. Puis si on regarde les sweet spots où on les utilise, puis je sais qu'il y a des experts de compression ici, j'en suis pas un, là. La distribution plus pour MPEG-2, H264, H265, la contribution G2K. Puis, by the way, si vous demandez le G2K, il y a VSF qui travaille sur de l'interopérabilité du G2K pour être sûr que les pièces d'équipement sont interopérables. OK? Et puis, le TICO, ça serait bien comme mésanine. Problème, vous allez me dire, c'est un propriétaire. C'est un algo propriétaire. Donc, manque d'interop. Si je regarde, là, puis je vais dresser un autre portrait que Félix, là, je m'excuse, c'est peut-être mon côté sombre. Je ne suis pas contre l'IP, mais le problème qu'on a aujourd'hui, c'est ça. C'est que les super manufacturiers proposent toutes des choses, en partie des choses propriétaires, puis du côté AVB, on a bien sûr Axon, on a Riddell aussi, qui proposent des solutions AVB. OK? Quand je parle de propriétaire, Sony parle d'un SDI IP. Si vous allez au NAB, vous pouvez demander « Il est où ton SDI IP? » Ils vont vous le montrer. C'est un semi-conducteur. Ils ne veulent pas dire c'est quoi l'algorithme qu'ils mettent dedans. Puis ils disent « Utilisez le semi-conducteur. » OK. Stagebox, si je ne me trompe pas, fait du AVCI puis fait des RTP. Donc, prends l'AVCI, le compresse, puis envoie les transport streams sans FEC, sans rien du tout, juste les transport streams dans votre infrastructure. Evertz, il faudrait que je creuse un peu plus. Bien, déjà, c'est dur à savoir. Mais c'est aussi propriétaire. OK? Et puis, la BBC a plein d'autres choses aussi super intéressantes que j'ai vues à IBC. Mais je pourrais vous dire, en tant que manufacturier, je trouvais que c'était une jungle. Chacun propose ses propres choses et ses propres façons de faire. Donc, si on reprend l'SDI, je vous l'ai dit, Sample Direct Interface. C'est mon tuyau, c'est hyper facile. Et puis l'IP. Comment qu'on s'interconnecte? Est-ce que je l'ai configuré correct? Est-ce que j'étais en multicast, unicast? Ça marche comment? Fait que c'est un peu ça le problème aujourd'hui. Mais par contre, il y a une autre affaire intéressante avec les mésanines, c'est est-ce qu'on peut utiliser ce qu'on a déjà? Il y en a qui vont reconnaître cette slide-là. OK, je ne m'en cacherai pas. Dans la production, ce qui pourrait être intéressant de faire, c'est dans une transition, c'est sûr que les équipements vont changer, vont être portés à évoluer, à changer pour du 4K. Mais ça serait vraiment intéressant de ne pas tout changer le câblage ou si vous voulez pouvoir utiliser ce qui existe déjà comme routing dans notre plan. Donc, minimiser le CAPEX, c'est ce que tout le monde cherche à faire. Soit allant à IP, soit en disant je m'en vais en 4K. Si on avait une mésanine qui est 4 pour 1, vous pourriez passer votre 12 gigs sur du 3 gigs sans problème. Donc, les options multiliens, c'est bulky un peu, c'est très temporaire. On peut se rappeler avant le 1080i, on parlait de 540, je ne sais pas si vous vous rappelez. 270, on va aller à 542 liens, puis on va aller à HD. Fait que c'est un peu pas mal temporaire. C'est disponible par contre aujourd'hui. Le 12 gigs, l'interop, c'est intéressant, ça serait un SDI, mais le problème, en fait, lui, cancelle lui, parce qu'il n'y a pas de standard aujourd'hui. Fait que c'est ça notre problème. C'est simple par contre, puis regardez, on ne se le cachera pas,
L'interop est facile, c'est simple, on sait comment connecter 2 pièces d'équipement ensemble. Le 4K sur IP, c'est le free for all. Ça, c'est personnel. Puis il n'y a pas de standard encore. Il y a des belles initiatives, mais il y a des groupes sur des groupes qui regardent pour l'interop puis pour savoir vers où on va aller. Fait que je pense que Félix, dans son 1 à 2 ans, est un petit peu optimiste, mais bon, ça se peut que je me trompe. Et puis, le 4K compression over SDI, c'est la même infrastructure. Le désavantage, c'est que c'est propriétaire. Puis l'autre chose, c'est que ça pourrait être graduel. Mais qu'est-ce que c'est la réalité aujourd'hui? Mettons qu'on se met aujourd'hui, là, puis on regarde, puis on dit, OK, qu'est-ce qui arrive? Ce qui arrive, c'est qu'il arrive du IP. C'est correct. Il y a du IP directement, il va y avoir du IP dans vos studios, j'imagine. Puis il y a aussi un autre problème, il va y avoir aussi du 4K 12 gigs. Fort probablement qu'il y a des gens qui vont le sortir. Qu'est-ce qu'on a besoin? Encore une fois, Joe, il se demande. Fait que Joe, il va regarder, il va reculer en 92. Fait que Bill Clinton est élu au président, c'est beau. Les caméras hot à Sainte-Thérèse. Les installations sont NTSC, sauf le mouton noir qui est RGB. Ce qui nous rappelle que c'est pas nécessairement une bonne idée le multilien. Et puis, finalement, ce qu'il faut mettre l'emphase dessus, là, l'SDI devient, si vous voulez, à la mode. Et puis, qu'est-ce qui arrive après ça? C'est que Leach a introduit une colle. Cool. Fait qu'on va venir coller l'analogique au numérique. Fait qu'en gros, de la glue, vous en utilisez encore à plein. Fait que la réalité est quoi? C'est qu'il va encore avoir plus de glue. C'est qu'on va avoir de la glue pour passer d'un à l'autre, puis ça ne changera pas overnight, right? Fait qu'il va y avoir de la glue un peu partout. Fait que là, moi, je dirais, OK, oubliez OK, pas si collante, mais si la glue était vraiment modulaire, OK? S'il était vraiment universel et flexible, puis s'il n'était pas des frames dédiés, ce que vous auriez, c'est une super glue. OK? Puis la super glue, c'est quoi? C'est un SFP. Fait que là, j'arrive avec le pitch, là. Fait que là, j'arrive dans le pitch un peu plus de vente. Fait que je vais passer vite ces slides. Non, il faut que je passe plus de temps à ces slides. Donc, ça tient pourquoi un SFP? Félix vous en a parlé tout à l'heure. OK? On peut amener l'intégration un peu plus loin. Donc, un SFP, c'est un Small Form Factor Pluggable. Un IM-SFP, c'est un Embedded Small Form Factor Pluggable. Les deux utilisent un form factor qui est standardisé. Pour vous donner une statistique, des SFP, il y en a 140 millions de vendus par mois. OK? Dans Telco, overall, il y en a 140 millions. Fait que c'est pas quelque chose qui est nouveau, c'est pas quelque chose qui est quelqu'un qui sort ça de son chapeau. Vraiment, c'est là depuis 2001 en télécommunication. Puis c'est typiquement utilisé pour la fibre. OK? Passer d'électrique à optique. Passer, comme Félix le montrait, de 2 pièces d'équipement. Avec un câble totalement passif, qui prend 0 power, qui coûte vraiment pas trop cher, puis on peut faire du 12 gigs en 2 pièces d'équipement. Il y a une tendance en télécommunication qui est d'amener de l'intelligence au SFP. On a d'ailleurs des clients qu'on a fait quelque chose pour eux dans les télécommunications. Fait qu'il y a de plus en plus de gens qui pensent à dire « Hey, maintenant, avec la miniaturisation, on peut vraiment mettre plus dedans. » Donc, pourquoi le faire? Oh, je fais de la pub dans un pays neutre. Ça aussi, il va falloir l'enlever. Donc, pour moi, pourquoi le format SFP? En 2001, comme je disais, les telcos l'adoptent. Puis l'adoptent, aujourd'hui, on est rendu au SFP Plus en télécommunication, qui est 10 gigs et plus. L'industrie du broadcast a commencé en 2005. Ça a pris du temps parce qu'on est conservateur. Fait que ça a commencé en 2005, puis en 2010, les gens ont commencé à utiliser les IM-SFP également. Fait que c'est pas non plus quelque chose de tout nouveau. Puis pourquoi j'ai fait de la pub à Genome, SFP? C'est parce qu'on a acheté la ligne. Donc, une interface miniature. Fait que si vous prenez votre belle carte, là, je voulais l'animer qu'elle s'en aille dans l'SFP, vous pouvez prendre une carte comme ça, d'une complexité de glue, puis l'amener vraiment dans un module. Fait qu'avec l'avancement, on est capable de faire beaucoup de choses. Fait qu'aujourd'hui, ce qu'on a, qui remplace la glue, vous allez voir le momentum. Donc, on passe de, OK, coax, fibre. On a aussi un NTSC à SDI. Fait que la conversion est faite dedans. Même chose pour l'HDMI. Fait qu'on prend votre signal SDI,
puis on le sort HDMI. Fait que la boîte de Blackmagic, là, on n'a plus besoin de ça. C'est fait directement dans l'SFP. Puis pourquoi ça nous aide avec le 4K? C'est parce que la glue, OK, va continuer d'interconnecter vos 3 gigs avec vos 10 gigs puis vos 12 gigs, mais de plus en plus, vous allez vous rendre compte que je n'ai pas besoin d'une carte. J'ai pas besoin, ça peut être modulaire, ça peut être tout petit. Ça, c'est le punch. Fait que ça a l'air de ça, un SFP. OK, vous ne le voyez même pas en arrière. Je vais le laisser ici, ceux qui voudraient le voir après. Conclusion, l'IP arrive en courant, le 4K arrive en courant aussi. Il y aura des installations hybrides, c'est-à-dire il va continuer d'avoir du HD, du 3G. Il va continuer d'avoir... En fait, il va arriver le 4K et l'IP probablement en même temps. Fait que vous allez devoir composer avec tout ça. Fait que l'idée, la glue, incontournable. Moi, je ne pense pas qu'overnight, on va dire le nouveau studio qu'on va construire, on le fait tout IP. Vous pouvez tout le faire fibre, parce que tout fonctionne sur fibre, mais il va quand même avoir de la glue entre les équipements. Tous les équipementiers ne seront pas capables, overnight, de produire un multiviewer full IP. Peut-être que c'est déjà fait. C'est fait? C'est déjà fait. De faire routeur tout IP, c'est Cisco. Mais il va sûrement avoir des choses comme un switcher. Y a-t-il un switcher IP? Peut-être en retard, si vous voulez. Puis, le dernier, c'est Embryonix va arriver. En fait, l'idée, c'est qu'on cherche à faire une glue qui est plus modulaire, qui est plus IO-based, qui est plus... en fait, qui ne vous nécessite pas des cartes, des frames et de la puissance en plus finir. Fait que c'est tout. Fait que je vous invite, si vous voulez tout savoir ce qui s'en vient de nous, si vous voulez savoir En fait, on a mis des tours, des présentations sur notre site web, fait embryonix.com. Puis si vous voulez savoir les dernières nouvelles d'Embryonix, je vous invite à connecter Embryonix sur LinkedIn ou me connecter sur LinkedIn. Ça va me faire plaisir, je vais accepter tout le monde. OK? Ça va me faire plaisir, puis je pense qu'il n'y a pas de questions. Je vous écoute, j'ai fini. Oui? Avec une compagnie aussi grandissante, ça va prendre de plus en plus de personnel. Connecte et envoie ton CV. Mon patron est 2 choses. Il peut envoyer son CV aussi. Pas de problème. Y en avait-tu d'autres questions? Toutes les questions sont pertinentes. Y avait-tu d'autres questions? Les EM SFP, c'est un format propriétaire Embryonix, parce que EM, ça ne veut pas juste dire embedded. Chut, il ne faut pas le dire. OK, je vais expliquer pourquoi on a fait le MSFP, puis effectivement, c'est un trademark à Embryonix. Pourquoi on a fait le MSFP? Parce que le SFP stipule que vous êtes à 1 watt de puissance dans un SFP. Le SFP Plus stipule que vous êtes à 1,5 watts dans un module. Le problème du SFP Plus, c'est que vous devez négocier avec pour lui dire tu peux prendre 1,5 watts. Embryonix, quand on fait un convertisseur HDMI à SDI avec un frame buffer dedans, là, si vous dites que tu n'as pas 1,5 watts, ça ne marche pas. Fait que ce qu'on a fait, ce qu'on a décidé de faire, c'est de dire on va se dissocier d'une façon, puis dire que le IMSFP, si les clients veulent le supporter, parce que notre but, c'est de faire des frame sync dedans, notre but, c'est d'amener vraiment une autre dimension au SFP, c'est de dire supporter jusqu'à 2 watts par cage. Si vous supportez jusqu'à 2 watts par cage, l'SFP est capable de le maintenir, puis vous êtes capable d'utiliser toute la gamme de IMSFP. Mais effectivement, c'est une bonne question. Puis c'est effectivement un trademark. L'alimentation du SFP, elle vient du transmit ou du receive, ou c'est les deux qui le font? Bien, ça vient de la carte que vous... La carte transmit ou la carte receive? Bien, dépendant de l'implémentation que vous en faites. En fait, ça vient vraiment du host ici. Fait que la carte dans laquelle tu le branches doit fournir les 2 watts nécessaires. Ça, c'est plug and play à chaud? Oui, ça, c'est totalement plug and play à chaud. Tu peux même le chauffer avant de le plugger. Mais oui, ça marche, là, il y a zéro problème. Mais c'est vraiment hot. Ça, tu peux l'enlever hot removable, hot swappable, il n'y a aucun problème. Vraiment aucun problème. Puis c'est sûr qu'on va limiter le courant quand tu le branches pour pas... parce qu'il y a des switches, des routeurs qui sont sensibles des fois à ça. Fait qu'on va s'assurer qu'on ne les perturbe pas. Fait que là, tu fais des SFP Q-tips.
Autre question? C'est super clair ou je vous ai toutes perdu? Non, je n'ai pas perdu personne, je pense. C'est bon? Il n'y en a pas d'autres questions? OK. OK, mais... Ouais. Le SDI 6 gigs, tu l'as sauté, c'est sûrement volontaire. Tu as quelque chose à dire, Maxime? Prochaine Non, c'est bon. question, je pense que... Je vais répondre. OK. Embryonic, si vous allez sur notre site web, on a du 6 gigs. Mais tantôt, je l'ai dit, quand les manufacturiers de semi-conducteurs ont dit SD à la HD, c'est trop gros le step, ils ont dit à la place, c'est 4 fois le step. Fait qu'à la place, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décider de faire un 540. Tu sais, si vous vous rappelez, là? Bon, c'est le même principe pour moi. Le 6 gigs, c'est... Dans certaines applications, ça marche. RAW d'une caméra, par exemple, faire du 4K, ça marche. Mais d'après moi, ça ne sera pas adopté. En tout cas, nos clients qu'on a, parce que je vous l'ai dit tantôt, là, on est maintenant à Sony Green Partner. Fait que ça nous donne des belles discussions avec eux. Puis c'est vraiment all the way up. Fait que 12 et plus. Fait que c'est vraiment là qu'on s'enligne. Fait que, mais notre 12 gigs va supporter 6 gigs si quelqu'un veut le faire en 2 liens, là. Quand tu parles aux gros clients, il n'y a personne qui a envie de stopper 2 câbles. Pour l'instant, les early adopters utilisent 4 câbles, c'est correct. D'aller à 2 pour finir à 1, il n'y a personne qui a fait ce step-là. Exact. On est d'accord là-dessus, tous les deux, ça n'arrive pas souvent. Commentaire gratuit, il faudra balancer cette séquence. On dirait que tu lances dans une prévision 4K côté production broadcast. Si moi, je me lance dans une... J'ai beaucoup de demandes pour du 12 gigs, étonnamment. Là. On a beaucoup de demandes pour faire des SFP 12 gigs. Ça, c'est un des points qui est vrai. Est-ce que le monde se lance dans une production... Tu parles moi, personnellement? Non, je parle des broadcasts. C'est une super bonne question. OK? Les clients que moi, je parle avec, c'est vraiment mitigé. Là. OK? C'est plus des îlots au départ qu'on va avoir de 4K. Mais... je pense que l'important, c'est un peu comme le 3 gigs, vous vouliez, tu sais, les broadcasters, vous voulez être ready pour un 3 gigs si ça arrivait, puis je pense que c'est le même principe pour un 4K. La courbe que je vais montrer avec le prix du router hyper haut, je pense qu'on peut faire des efforts en tant que manufacturier pour la mettre un peu plus bas, pour vous permettre de supporter le futur. C'est comme ça que je le vois. Mes clients au Japon sont des fervents du 12 gigs. Sérieusement, là, je m'en vais là en décembre, puis... je m'attache les bretelles, puis je me dis, OK, je me prépare à me faire bombarder de questions sur le 12 gigs. Fait que vraiment, de ce côté-là, ils vont. Fait que vous risquez de voir des caméras sortir avec plus de bandwidth. Mais en fait, une compagnie qui nous a même approché pour du 48 gigs. OK? Hein? Oui, bien, NHK est à déjà 48 gigs. C'est un QSFP qu'ils utilisent, c'est des multiliens. Puis il y a un QSFP aussi qui combine ces WDM à l'intérieur, qui s'en vient vraiment hyper intéressant. Tantôt, tu as dit ODFM, tu dis ODM? Ah, peut-être que je me suis trompé. Ouais. Je suis dyslexique, c'est pour ça. Oui, je me suis trompé. C'est qu'en gros, là, pour vous donner une histoire courte, quand vous entendez 100 gigs et 40 gigs, là, je fais juste une parenthèse. Le 100 gigs, pour le passer sur une fibre qui a du DWDM qui a été prévu, le spectre d'un filtre DWDM limite environ à 25 GHz. Fait que si on rentre avec notre 100 gigabits, on le tue dans le filtre. Fait que ce que Nortel a développé, puis attention, Nortel a développé ça en 2002, c'était une modulation pour du 100 gigs. Fait qu'ils avaient développé la modulation, un peu comme le RF, dans le fond, carrément. Puis ils ont modulé, puis ils ont dit, OK, comme ça, on peut passer dans un filtre DWDM. Parce qu'il y a un gros impact à tout changer. C'est ça. Puis dans les infrastructures plus locales, bien, les gens cherchent à dépasser le 100 gigabits par seconde que je vous ai montré. OK, fait que tout ton travail que tu fais, dans le fond, c'est... Moi, c'est de faire des présentations. Oui, c'est ça. Non, mais dans ta petite cacane, là, c'est carrément juste la mise en modulation, la mise en... Dans notre cacane? Je le prendrai pas mal, parce que je fais juste des présentations. OK, en télécommunication, effectivement, ils essayent de pousser l'enveloppe à 100 gigs dans un SFP. Pourquoi? La raison est hyper simple. L'SFP,
OK, on n'est pas là encore. Ils travaillent sur du 22, 40 gigs dans un SFP. Pourquoi? Parce que l'SFP est la plus petite modularité. OK? Si vous voyez, c'est un TX, un RX, qui est la plus petite modularité pour les télécommunications. L'affaire intéressante, c'est que vous pouvez mettre un RJ45 à la place aussi. Fait que vous avez la legacy de RJ45 jusqu'à 40 gigs quand ils vont le faire, dans un form factor unique. L'autre chose, c'est que c'est vraiment le plus petit qui a été fait, OK, dans toute l'histoire des pluggables. Nous, ce qu'on fait, OK, contrairement à juste pacter dans une petite cacane, là, je le prendrai pas mal, c'est qu'on va prendre les SDI, par exemple. Je vais prendre la fonction inverse. Fait qu'on va prendre la HDMI qui arrive, qui a plein de jitter. Fait qu'on va le rentrer, on va le désérialiser, on va le frame buffer, on va embedder l'audio. On va pouvoir un jour faire pas mal plus que ça, puis après, on va te l'envoyer en SDI. C'est vraiment ce qu'Embryonics fait. Fait que nous, c'est vraiment l'intelligence dans les SFP. OK? Mais effectivement, les gens de telco, on pourrait rabaisser ça à « ils font juste pacter dans le petit cacane ». Je ne sais pas s'il y en a qui vont l'écouter un jour, les gens de telco. Le contrôle de tout ça se fait via des liens de communication dans l'équipement host. Exact. Tout est standardisé, puis c'est du I2C. Fait que c'est tout standardisé. Embryonics a fait le brand, le trademark pour le power, mais n'a rien changé. Il n'y a rien de propriétaire. Fait que si vous trouvez un autre SFP fibre de quelqu'un d'autre, les chances sont que vous allez pouvoir le mettre dans une blade d'équipement. Là. OK? Fait que, hein? Les formats de cache sont standardisés. Tout est standardisé. Ouais, fait que il y en a plein, mais ils les laissent vides. Elle était trop facile, celle-là. As-tu d'autres questions? Bien, merci beaucoup. Merci, René. Félix, je vais te demander de venir en avant. Au nom de SMPTE Montréal, j'aimerais te remercier là, toutes les deux là, pour votre bonne présentation. Merci. Merci à tout le monde, de présentateurs. En décembre, on a un événement qui est en planification. Suivez-nous sur LinkedIn SMPTE Montréal pour avoir plus de détails ou par le email pour l'annonce conventionnelle. Merci.